Bonsoir à toutes et à tous. Je dois vous dire aujourd'hui que je veux avoir confiance en vous. Confiance en vous parce que la situation internationale est d'une extrême gravité et la situation en France, vous le savez, n'est pas bonne du tout et reflète dans notre politique intérieure tous les effets de cette crise internationale sur laquelle, depuis des dizaines d'années, nos gouvernements ont été incapables d'agir, ont été incapables de relever le défi. C'est dans ce contexte que je vous parle donc aujourd'hui, face à une menace immédiate de guerre et de désintégration du système financier des pays occidentaux. Alors, de quoi parle-t-on en France? Du budget de M. Bayrou, qui vient faire ses PowerPoint sur YouTube, montrant les différents éléments de son budget, essayant de plaider sa cause. Enfermé dans une boîte, en effet, M. Bayrou n'aurait pas tort. Le problème, c'est qu'il est enfermé dans une boîte. Et qu'il s'est laissé enfermer dans une boîte. C'est pas Macron qui en détient les clés. Elles sont détenues, les clés de cette boîte, les clés de cette cage, beaucoup plus haut. Voyons, aujourd'hui, un fait déterminant. Hiroshima, Nagasaki. Mais ce n'est pas un fait du passé. C'est quelque chose qui marque la situation d'aujourd'hui. Car le bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki a tué plus de 200, peut-être 300 000 Japonais, tout de suite, et puis dans des souffrances terribles après. Mais c'était évidemment contre la population japonaise. Mais le gouvernement japonais était déjà disposé à se rendre. Les négociations étaient en cours, et l'intermédiaire, nous le savons, était Monseigneur Montini, le futur pape Paul VI. Donc, ce n'est pas pour une victoire militaire que ça a été fait, c'est pour intimider la Russie, l'Union soviétique qui était considérée comme l'adversaire. Et cela continue aujourd'hui. Juste avant la fin de la guerre, avant le 8 mai 1945, Churchill avait fait un rapport qui était un rapport sur l'impensable, qui serait de faire face à l'Union soviétique et de lancer une politique d'intimidation, puis, si nécessaire, de bombardement. Cela n'a pas été suivi, bien que Bertrand Russell, le soi-disant philosophe éclairé, était aussi partisan de cela, à ce moment-là de l'histoire. Cela n'a pas été fait. Et ce qui s'en est ensuivi, c'est, puisque Staline avait les moyens de résister, ce qui s'en est ensuivi, c'est une politique de pénétration intérieure dans l'esprit des gens, dans tous les pays occidentaux, mais aussi en Union soviétique, pour créer une culture qui ne soit pas une culture de la création, du développement, de la croissance, de la paix, mais pour créer une culture qui est une véritable culture de la mort, et c'est celle que nous subissons aujourd'hui. Alors, cette culture de la paix, qui est opposée à la culture de la mort, quelle est-elle? Eh bien, c'est ce que Monseigneur Montini lui-même, quand il était devenu pape Paul VI, a appelé la paix, c'est le développement économique. C'est le développement économique mutuel, c'est la croissance mutuelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous battons pour une nouvelle architecture financière, monétaire, internationale, une architecture de paix par le développement mutuel, avec des bases pour le faire, et par la sécurité mutuelle tout autant aussi. Alors, une chose marquante par rapport à cela, dans cette tension internationale, plus encore que l'envoi des 2 sous-marins nucléaires par Trump, disons, qui voulait répondre à Medvedev, qui n'est que numéro 2 au Conseil de sécurité de Russie, mais Trump répond à Medvedev, il dit « je ne réponds pas à la Russie », on est en pleine confusion, et en plein risque, parce qu'on joue avec des mots, et on joue avec des vies humaines. Alors que Boris Johnson, qui en mars 2022 est allé torpiller l'accord de paix qui était possible entre la Russie et l'Ukraine, aujourd'hui, ce même Boris Johnson tient un discours à Taïwan, le 4 août, dans lequel il dit que l'échéance fixée par Trump vis-à-vis de Poutine, c'est-à-dire le 8 août, c'est-à-dire dans 2 jours, le 8 août, pour accepter un cessez-le-feu. Eh bien, ce que dit Boris Johnson, c'est qu'il faut y aller, c'est qu'il faut imposer cela aux Russes et qu'il faut prendre des sanctions contre eux, faire toutes les pressions possibles pour créer une situation où ils se soumettront. C'est toujours l'illusion que la Russie se soumettra. Alors,
de son côté, Emmanuel Macron, rêve d'être le parrain nucléaire de l'Europe. Toujours dans ce contexte qu'on est défini par un ennemi et que cet ennemi est nécessaire pour avoir soi-même une identité, qui est une vision de destruction mutuelle. C'est la vision qu'on a depuis plusieurs siècles, qui est liée à la vision de colonisation, de domination de l'autre. Et c'est précisément ce dont il faut sortir. Et Boris Johnson se situe tout à fait, et Emmanuel Macron aussi, dans cette vision qui est une vision en réalité coloniale. Et là, on ne part pas de l'idée que l'homme est naturellement porté au bien, qu'il se développe en coopération avec d'autres, la fameuse détente, entente et coopération du général de Gaulle, que l'homme doit partir de principes, et non d'illusions ou de rancœur, qu'il doit partir de principes et que ces principes peuvent être appliqués. Eh bien, voyons, dans un domaine qui est un domaine où cela est explicite en France, explicite pour nous, parce qu'on le voit, c'est celui de l'accord entre Ursula von der Leyen et Donald Trump sur les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe. Et alors, tout le monde sait, tout le monde a vu que ce n'est pas un accord. Ceci n'est pas un accord. C'est du racket. Et le racket auquel Trump est poussé par son entourage de milliardaires des bitcoins et des cryptos. Alors, en France, on la voit, un certain Éric Lombard, qui est tout de même le ministre dans ces domaines, dans Libération puis sur RTL, Radio Télévision Luxembourg, RTL, nous dire « c'est le meilleur compromis possible pour notre économie et qu'il s'agit en aucun cas d'un naufrage ». C'est quand même invraisemblable qu'un ministre vienne de dire ça. Et évidemment, tous les pays partout en Europe disent bien que cet accord soumet les produits européens à 15% de droits de douane, plus 15% qui est l'effet de la dévaluation du dollar par rapport à l'euro, voulu par l'administration Trump, ça fait 30%, ce qui détruit toutes les chaînes d'approvisionnement et les chaînes d'échange. Alors vous dites non, c'est pas tout à fait ça, il y aura des compromis, on sera un peu différent. Mais la preuve qu'il y a un désaccord, même la majorité de von der Leyen, au sein de la Commission et au sein du Parlement européen, se désagrège. Il y a des luttes internes, même là. Et si vous regardez bien le résultat, c'est que l'inflation viendra, cela entraînera une inflation des prix, qui évidemment portera et abaissera le pouvoir d'achat des consommateurs, c'est-à-dire de la population, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, parce que ceux qui importent, les grossistes, puis les intermédiaires, feront reporter sur le consommateur cette hausse des prix, et ça sera mauvais pour tout le monde. Donc on se lance dans une sorte de situation d'économie de guerre dans laquelle on impose l'austérité. Cela rappelle la politique d'Archambault Schacht dans l'Allemagne nazie. Et cette politique ne pouvait être soutenue que par la conquête contre d'autres secteurs extérieurs à celui qui pratique cette politique. D'où l'économie de guerre. D'où l'économie de guerre de la France et de cette coalition des grabataires qui n'ont même pas les moyens de s'imposer en Europe et de Trump. Tous pour des raisons peut-être qui ne sont pas exactement les mêmes, mais tous se situant dans ce même contexte. Et chez nous, on verra très vite la filière des vins, des spiritueux, la filière laitière, l'automobile, tout cela, ça a très vite touché le secteur chimique aussi. Déjà, les Allemands repartent s'installer aux États-Unis pour n'avoir pas les droits de douane. Et Trump, de son côté, dit eh bien, il faut procéder comme ça, on arrivera de cette façon à un système qui marche, ce sera l'Amérique première, et j'en ai rien à faire de l'Europe, j'en ai rien à faire des BRICS, les BRICS qui se rébelleront 100% de droits de douane, dès maintenant 50% pour le Brésil, on frappe aussi l'Inde, on frappe tous les pays pour qu'ils se soumettent.
C'est exactement l'idée qu'on ne peut être qu'au détriment de l'autre, et pas avec l'autre. Et cela engendre toujours la guerre. On y est, aujourd'hui. Et c'est le message que je voulais vous communiquer. Alors, sur Gaza, on pourrait dire que, quand même, on se rend compte qu'il y a un génocide, et que ce génocide, on peut le voir tous les jours sur des images dans la télévision ou sur les réseaux sociaux. Joseph Borrell lui-même, qui n'est pas un saint homme, lui-même a dit qu'il y a un viol de la loi internationale et qu'il s'agit d'un génocide. Et surtout, ce qui m'émeut bien davantage, Elie Barnavi, qui est ancien ambassadeur d'Israël en France et qui maintenant enseigne à Tel Aviv, et David Grossman, qui était le mouvement de la paix maintenant, dans lequel travaille aussi, dont est aussi membre Elie Barnavi. Eux disent qu'il faut donner des sanctions à Israël. Arrêtons de plaisanter. C'est bien gentil de parler de deux États. C'est nécessaire de reconnaître un État palestinien. Mais comme ça en l'air, ça ne mène nulle part. Il faut contraindre les Israéliens à l'accepter. Il faut contraindre Netanyahou et consorts à l'accepter. Et c'est ce que dit Elie Barnavi. Et c'est ce que dit David Grossman. Il dit jusqu'à maintenant, nous étions vraiment bouleversés si on accusait Israël de génocide. Et maintenant, nous y sommes, il faut prononcer le mot. Et pour en sortir, il faut que les pays extérieurs imposent des sanctions. Or, l'Amérique ne le fera pas. Qu'est-ce qui va arriver? L'Irlande, le chef d'État irlandais, propose qu'on impose l'aide humanitaire. Mais par quels moyens? Comment on fera? Il faut mettre la pression la plus grande possible sur Trump et sur les États-Unis pour qu'ils disent, et c'est la seule condition pour que les deux États marchent et pour qu'on puisse avancer, qu'ils disent on coupe les fonds pour Israël, on coupe la fourniture d'armes et on exige l'évacuation de Gaza. Sans ça, il n'y a pas de paix possible. Évidemment, cela suppose d'écarter du pouvoir le Hamas, par ailleurs. Mais il y a une question qu'il faut se poser sur cette question. Tout le monde dit le 7 octobre justifie la légitime défense d'Israël. Oui, si ça avait été une légitime défense. Non, aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas d'une légitime défense. Il s'agit d'un génocide, de gens réduits à la famine, d'enfants qui meurent de faim, d'écoles, d'hôpitaux qu'on détruit, de lieux de culte qu'on détruit. Donc les conditions mêmes d'un génocide sont bien réalisées. On pourrait dire qu'il y en a d'autres, qu'il y en a aussi au Kivu. Mais là, c'est plus sensible, parce que c'est là où se trouve pratiquement la naissance, le lieu de naissance de notre civilisation européenne, l'aspect européen de la civilisation. Donc, il faut à tout prix arrêter cela. Alors on voit des ex-responsables israéliens du Mossad et du Shin Bet, les services de renseignement israéliens, qui demandent l'arrêt du génocide. On voit Elie Barnavi exiger les sanctions. On voit une situation où de nombreux pays reconnaissent maintenant l'État palestinien après la reconnaissance de la France. Alors, sur cela, oui. Mais qui soutient aujourd'hui le procureur de la Cour pénale internationale? Qui soutient celui qui a engagé la procédure pour faire condamner Israël d'état de génocide et qui dit il y a présomption de génocide? Les Israéliens, avec leurs amis américains, ont tout fait pour écarter ce procureur. Et aujourd'hui, on voit une situation où le Wall Street Journal annonce qu'il est suspendu, que le procureur se trouve suspendu, et qu'il sera jugé par 3 juges américains, caribéens et européens, qui seront dans la poche de ceux qui veulent l'éliminer. Et on est dans cette situation-là, et personne ne le défend. Et Netanyahou continue à avoir le plan d'occuper tout Gaza. Alors, on est devant ça, et quand Francesca Albanese le dénonce, à la 59e réunion de la Commission des droits de l'homme du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères israélien, ne trouve rien d'autre à dire qu'il faut lui imposer des sanctions. Et il faut l'empêcher de continuer. Alors que Francesca Albanese est en train de dire qu'il faut créer les conditions de la paix. Mais non. Alors, que voit-on en France? On voit un Michel Onfray dans JD News nous annoncer que
Israël est le navire amiral de l'Occident, qu'il faut le soutenir à tout prix. La haine d'Israël, c'est la haine d'un Occident qui consacre ses forces à se vomir dessus. Michel Onfray, qui, je rappelle, certains avaient voulu croire un dirigeant souverainiste. Bien, que cela se juge eux-mêmes. Donc, par rapport à cela, évidemment qu'il y a le gouvernement Netanyahou, Itamar Ben-Gvir et Smotrich, évidemment qu'il y a les colons qui occupent la Cisjordanie, évidemment qu'il y a ceux qui bombardent Gaza, mais l'espoir, c'est que ce ne soit pas le peuple israélien. Et la seule possibilité pour une sécurité du peuple israélien, c'est d'être entouré de gens qui ne seront pas leurs ennemis. Donc, se créer les conditions d'une paix par le développement mutuel. C'est notre plan Oasis. Et on doit soutenir ce plan Oasis. Je vous demande de le soutenir. Donc, ce plan Oasis, c'est mettre en commun les ressources d'énergie, d'eau et d'infrastructures. De créer un nouvel aéroport à Gaza. De créer des circuits, des canaux d'eau reliant la Méditerranée à la mer Morte et la mer Morte à la mer Rouge. De créer des zones de développement agricole, de créer tout cela. Eh bien, là est la possibilité de paix. L'autre possibilité de paix est liée de cette façon à celle-là. C'est aux États-Unis de combattre avec Tulsi Gabbard, qui est la directrice du renseignement national, avec Ratcliffe, qui dirige la CIA, de combattre avec ces gens-là, et Kash Patel qui dirige le FBI, pour que soit mis en cause, comme l'a dit Tulsi Gabbard, tous ceux qui ont voulu faire croire que c'était les Russes qui intervenaient pour permettre l'élection de Trump contre Hillary Clinton. C'est un mensonge, et c'est prouvé. Il y en a ici le rapport, pire que la trahison, le motif réel derrière, ce n'est pas quelque chose qui sera le Trumpgate. Ce n'est même pas l'Obamagate, bien qu'Obama était complice contre Trump. C'est le Russiagate. C'est de rétablir ce que Churchill voulait faire après la guerre, les conditions où on impose la soumission à la Russie. Alors, et en même temps, au pays des BRICS. C'est-à-dire, on bafoue la souveraineté nationale des 3/4 des habitants du monde. Bien, la France ne doit pas être dans ce camp-là. Monsieur Macron, la France doit être dans le camp de ceux qui se battent pour la souveraineté, car il s'agit de notre propre souveraineté avec eux. Alors, dans ce contexte, commencent à apparaître des éléments intéressants. On a souvent parlé de la triple courbe de Lyndon-LaRouche, qui montrait comment le taux de croissance financier, lorsqu'il s'opposait, propulsé par le taux de croissance monétaire, créait les conditions où on faisait de l'argent avec de l'argent, et il n'y avait pas de production réelle de biens, et que son taux de croissance, de production réelle de biens, baissait et devenait négatif. Eh bien, ce qui arrive aujourd'hui, il y a de nombreux participants à différents journaux économiques qui nous disent que M2, c'est la monnaie aux États-Unis, c'est-à-dire les crédits à court terme en circulation, les livrets d'épargne immédiatement mobilisables et la monnaie elle-même, les billets et la monnaie. Donc, qui nous disent que M2 augmente 3 à 4 fois plus vite au cours des derniers mois que la production de biens, et beaucoup plus vite encore que la bourse elle-même, qui augmente de façon exponentielle. Tout cela est propulsé par les fameux bitcoins, les fameux crypto-monnaies, et les stablecoins. Les stablecoins, et il faut comprendre, parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, dans ce qui est l'accumulation de monnaie avec de la monnaie pour financer la guerre. Eh bien, ces stablecoins, c'est des possibilités pour différents agents financiers d'émettre ces instruments à $1 par stablecoin et adossé, garanti par les bons du Trésor américain. C'est-à-dire c'est tout le système des cryptos, avec les gens que Trump a nommés autour de lui, tout ce système des cryptos qui infecte le Trésor américain lui-même. Dans un premier temps, ça tira énormément de dollars aux États-Unis, nous dit Trump. Ce qui est probablement vrai dans le court terme. Mais ensuite, ça nourrit la pyramide de Ponzi, cette pyramide de l'argent qui fait de l'argent, et ça crée les conditions de son effondrement qui entraînerait probablement une guerre. Donc, c'est un facteur de guerre qui se trouve enrichi. Voilà un homme, Trump, qui veut faire la paix,
Et je crois qu'il le veut réellement, parce que c'est un businessman, c'est quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Mais qui veut faire la paix sur la base de spéculation, sur le sable mouvant de la monnaie. Ce n'est pas possible. Et c'est là qu'il y a une pression à exercer sur cette situation, que la France devrait exercer cette pression. Alors que le Monde, le quotidien lui-même, est capable d'imprimer 6 fois 2 pages, 12 pages en tout, sur ce qui sont aux États-Unis les seigneurs de la tech, et de montrer que des responsables, des directeurs techniques, dont Andrew Bosworth, par exemple, de Meta, c'en est un, 2 de OpenAI, et 1 de Palantir, la grande société de contrôle des monnaies, ont été nommés lieutenant-colonel dans l'armée pour, et je cite, combler le fossé technologique entre le secteur commercial et le monde militaire et offrir un soutien stratégique sur des projets clés tels que les armes hypersoniques, l'intelligence artificielle de combat ou la détection de talents hors normes. Donc voilà ce qui est en jeu dans le monde. Alors on dirait, c'est les Américains. Non, c'est une vision britannique des choses qui s'est imposée là-bas, et les Britanniques, le chancelier de l'échiquier britannique, rentre déjà dans ce jeu lui aussi des crypto-monnaies et espère en être le cerveau. Alors voilà où nous en sommes. C'est pour ça que le danger est là, et qu'il est un danger qui est immédiat en ce qui concerne la guerre. Et voyez bien, si vous pensez, si vous y réfléchissez, les lieux par lesquels passe le rapport entre l'Asie et l'Afrique. C'est le Liban, c'est la Syrie et c'est Israël. Et le lieu par lequel passent les rapports entre l'Asie et l'Europe, c'est l'Ukraine. Et c'est là que se déclenche la guerre, pour empêcher ce que nous avons toujours défendu nous-mêmes, un pont terrestre mondial, développement mutuel, une nouvelle architecture de croissance partagée, qui n'est pas du tout un idéal, enfin, qui est un état dans le résultat, mais qui n'est pas du tout un idéal en l'air farfelu. C'est la réalité qui doit permettre un développement, comme il y a eu un développement dans l'immédiate après-guerre, certes limité, après 1945, mais qui a eu lieu, qui a amélioré la vie des gens. Donc là, c'est beaucoup plus. C'est créer à l'échelle mondiale un système qui est fondé sur cela. Et on voit des éléments commencer à apparaître. Par exemple, la Russie et la Chine, aujourd'hui, pensent à un nouveau système qui est une nouvelle bourse de l'or. Une à Saint-Pétersbourg, qui est en train d'être mise en place, et l'autre à Shanghai, la Shanghai Gold Exchange. Et là, c'est remettre en cause les privilèges de la City. Cela existe. Que fait la France? Rien. Pire, l'extrême droite, en France, mise sur les crypto-monnaies. Et on a vu Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, à Flamanville, dire, voilà, Marine Le Pen, qui était pour interdire les monnaies virtuelles en 2016, aujourd'hui elle est tout à fait pour, parce que c'est une opportuniste, et elle est en train de nous dire, je suis favorable à l'utilisation du surplus d'électricité produite par les réacteurs nucléaires pour miner du Bitcoin. Et en effet, à la journée, la fameuse journée, le sommet de toutes les droites qui ont lieu à Paris, était présent Pierre Noisa, le PDG de Paymium, et celui qui favorise l'utilisation des crypto-monnaies. Et de même que Pierre Stetin, on oublie de le dire, lui a été celui qui a réussi à faire sa fortune sur le smart shop, donc sur un secteur qui n'est pas un secteur productif. Et il faut revenir à cette économie productive, à cette économie réelle. Parce qu'on se demande comment se fait-il que les algorithmes rendent nos adolescents accros? Comment se fait-il qu'ils soient fixés sur les écrans, que beaucoup ne sortent pas de chez eux et qu'il y ait une conduite passive qui se développe? Parce que c'est ce système qui le crée. Et si on ne comprend pas cela, si on ne comprend pas le lien entre la politique intérieure et ce qui arrive dans les familles et la politique internationale, on ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui dans notre époque. Alors, évidemment, on voit dans cela quelque chose d'essentiel, qui est de dénoncer. Nous avons dénoncé, nous avons ce rapport, j'insiste sur ce rapport, et vous pouvez vous le procurer en nous écrivant, de Tulsi, qui explique comment Tulsi Gabbard, en mettant en cause l'opération intérieure aux États-Unis
pour empêcher Trump d'arriver au pouvoir. Non pas parce que Trump est la dernière merveille du monde, mais parce que Trump était pour la paix et voulait négocier avec la Russie. En 2016, il s'agissait d'empêcher qu'il arrive au pouvoir. Ensuite, il s'agissait évidemment de le retourner, et comme on tente de le faire aujourd'hui, de le faire rentrer dans ce jeu de l'ennemi existentiel, l'ennemi nécessaire pour avoir une identité, l'ennemi russe. Et la Chine, bien entendu. Eh bien, la Russie et la Chine, au contraire, veulent s'engager dans une politique de négociation, dans une politique de développement mutuel. Ils le disent, il faut les saisir au mot. Et la France ne doit pas passer dans un camp ou dans l'autre, elle doit affirmer son indépendance et le droit à l'autodétermination. Et les BRICS ne sont pas un mouvement uniforme, ce n'est pas un mouvement où tout le monde a la même idée. Mais c'est un mouvement avec Lula, avec Modi, avec les Indiens, avec la Chine, avec la Russie, avec les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. C'est un mouvement qui demande un développement mutuel, le nouveau nom de la paix et le développement économique, comme le disait Paul VI, j'insiste. Donc voilà une chance. Et on ne la saisit pas. On ne la saisit pas. Et nous-mêmes, nous sommes ceux qui nous battons clairement pour que ce lien entre la politique en France et la politique internationale ait lieu, qu'on ne puisse plus tolérer qu'il y ait 15,4% de pauvres, et le taux de pauvreté est en réalité plus grand, parce qu'il y a les sans domicile fixe, et certains étrangers ne sont pas pris en compte, qui sont sur le sol français, donc c'est plus. Mais 15,4% est le taux officiel. Les très petites entreprises seront les premières victimes de cette guerre des tarifs. Et nous serons les premières victimes si une guerre se déclenche en Europe, poussée avec une ambition stupide et criminelle par cette coalition des volontaires que sont celles de Merz, Macron et Starmer en Angleterre. Alors il faut arrêter tout ça. Et pour ça, il faut des idées claires, des idées justes. Il faut qu'il y ait un mouvement des dépossédés. Alors on le voit apparaître, hein. On pense, le 10 septembre, il y a ce mouvement qui est en train de se mettre en place pour arrêter tout. Il y a un mouvement de gilets jaunes. Il y a les syndicats qui veulent se mobiliser. Tout cela est désaggloméré, ne constitue pas un tout cohérent. Il faut lui donner un projet. Il faut lui offrir un programme. Et il faut que ce programme soit l'objet de discussions dans la politique internationale comme dans la politique nationale. Et c'est cela que nous apportons. C'est cela qui peut éclairer sur cette politique dans le rapport que nous avons fait sur pire qu'un crime, une destruction totale par les gens qui veulent avoir cette politique qui n'est pas une politique de croissance, qui n'est pas une politique de développement mutuel, mais qui est une politique où on entend détruire l'autre pour s'affirmer soi-même. Alors, elle a un centre, c'est la City de Londres, c'est Wall Street, c'est Silicon Valley. Ça ne veut pas dire qu'il faut frontalement y aller. Il faut y aller avec toutes nos forces mises sur le rassemblement de ceux qui s'opposeront à cette politique. Et ça demande à la fois une stratégie, une tactique et un développement. Nous l'avons, nous voulons organiser à Paris pour notre journée de mobilisation du 8 novembre la venue de jeunes de tous les pays du monde pour soutenir cette mobilisation pour la paix avec un fondement, avec une base, pas simplement des mots. La paix, ce n'est pas quelque chose de gnangnan. La paix, c'est le respect de l'autre et le développement avec l'autre. Alors, il y a un mouvement des dépossédés qui est inarrêtable. Et une des preuves, et je veux finir sur cela, c'est l'hommage rendu par le vice à la vertu. Il y a, réapparaissant, ce 31 juillet, une série dans la télévision RTB belge sur les attentats du 11 septembre, qui dénonce Lino de la Rouche comme étant le grand conspirateur, celui qui a inauguré les conspirations, tout en reconnaissant que la version officielle n'était pas très claire, hein, mais que la Rouche est en mi-chemin entre le gourou politique et le théoricien du complot professionnel, multimillionnaire, bref, tous les vieux mensonges et toutes les vieilles calomnies auxquelles personne ne peut croire aujourd'hui. Et c'est un aveu d'impuissance que cette attaque contre nous. Et la preuve, c'est qu'il se termine. Larouche est le tout premier à lancer les théories conspirationnistes sur le 11 septembre.
Elles seront nombreuses dans les années suivantes, mais ce que l'on sait moins, c'est que ces théories vont traverser l'Atlantique pour atterrir en France. Donc, je suis content de cet hommage du vice rendu à la vertu. Je viens d'écrire un livre, Répondre aux cris du peuple, qui sera disponible, est déjà disponible aux éditions Le Glyphe, il sera disponible dans les librairies à partir du 15 octobre, et nous avons ces éléments qui peuvent devenir objet de réflexion, de discussion. Il y a des 10 principes de paix par le développement mutuel d'El Gazep-Larouche également. Mais tous doivent partir de quelque chose qui nous permette de surmonter ce terrible pessimisme que je vois en France, qui est sans doute, après la City, Wall Street et Silicon Valley, est le pire ennemi. Ce pessimisme rampant, ou parfois affirmé, qui pense que vous dites de belles choses, mais c'est un rêve, on ne pourra jamais y arriver. Eh bien, je répondrai à cela que si on n'y arrive pas, on rentre dans un monde de destruction mutuelle assurée, dans lequel soit la guerre nucléaire détruit tout le monde, soit il y a une politique de contraction économique qui, à petit feu, détruit ce que, dans l'humanité, sa capacité créatrice, c'est-à-dire ce qui lui permet de survivre en se développant. Donc voilà, et je vous demande pour cela de rentrer en contact avec vous, avec nous, rentrer en contact avec nous, c'est-à-dire avec vous-même, en réalité, au fond de vous-même, parce que vous savez très bien que cette situation est grave, et si l'on inspire le peuple, je pense que ce peuple, les dépossédés, est prêt à se mobiliser. Dépossédés, pas seulement économiquement, mais dépossédés mentalement, à voir leurs enfants devenir peu à peu, sous influence des écrans, des sortes de incapables de mener une vie réellement adulte et réduits à cela. Beaucoup y échappent, et c'est à cela que je m'adresse, parce qu'on a besoin de cette jeunesse qui se mobilise et qui soit capable, avec nous, de changer l'orientation des choses et d'échapper à ce qui, dans ce système actuel, est inéluctable, c'est-à-dire une économie de guerre auquel succédera la guerre. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en vous demandant, dans cet été, d'être le plus possible au courant des choses, en nous lisant, en nous suivant, et de vous mobiliser surtout avec nous pour changer les choses. Il ne faut pas subir les choses, subir les événements, il faut en déterminer ceux qui viendront et se mobiliser pour le faire. Merci. Petit aparté pour faire appel à vous, peuple de France, peuple souverain. Nous faisons appel à votre soutien quand vous connaissez certainement l'adage: «Le mensonge prend l'ascenseur quand la vérité prend l'escalier». Vous savez également que la bêtise est désormais un outil, une arme de l'oligarchie contre notre population, et la belle France n'est pas celle de la mesquinerie, du chamaillage, du chipotage, mais celle de la pensée, celle de l'action et celle d'un effort commun. Donc, nous faisons appel à vos adhésions, à vos dons et à ce que vous nous contactiez pour, agir. Et n'oubliez pas que, contrairement à ce que l'on rétorque souvent, que c'est le combat de David, contre Goliath, n'oubliez pas que c'est David qui a gagné.